à tous. Bonjour à toutes et tous. Nicolas et moi, on est ravis d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler d'accessibilité. Donc vous l'avez peut-être vu, ça devait être Raphaël. Malheureusement, il est grippé et donc c'est Nicolas. Et ceux qui connaissent Raphaël, il fait 1m90 avec une grande barbe. Je pense que tout le monde a vu que je n'étais pas Raphaël pour ceux qui le connaissent. Et je le remplacerai du mieux possible pour vous parler d'accessibilité sous plusieurs angles. Un angle assez pratico-pratique de ce que c'est, de comment ça marche, que Pierre va vous présenter avec des bonnes pratiques de conception à vous partager. Et moi j'aborderai, je ferai un petit pas de côté sur l'hybridation, montrer comment on peut aller vers des démarches d'accessibilité autrement que simplement dans la conception de modules, mais aussi dans la façon de concevoir en ingénierie pédagogique un parcours de formation ou une formation. Et on terminera par un partage d'expérience de toutes les étapes par lesquelles on est passé. On comptait ne pas vous parler d'IA du tout, et on va en parler un peu. Parce que malgré tout, il y a un petit élément game changer aussi en matière d'accessibilité grâce aux apports de l'IA, et on voulait vous le partager parce qu'on trouve que c'est bien aussi de planter la graine pour développer la réflexion chez vous. Donc Pierre, up to you. Merci Nicolas. Je vais me présenter rapidement. Vous m'entendez bien là? Ouais, c'est bon? Ok, merci. Pierre, je suis manager et responsable transition écologique et énergétique chez VeryUp. Et donc j'ai le plaisir d'être accompagné de Nicolas, président fondateur de VeryUp et de TeachUp. Et donc avant de commencer... Ouais? Plus fort? Ouais. Plus fort. Ouais. Ok, je vais... Là, est-ce que comme ça c'est beaucoup mieux? Non? C'est à fond. Bon, je vais essayer de faire du mieux que je peux. Ouais, c'est bon? Ok, super, merci. Je vais tout d'abord revenir sur une définition de l'accessibilité. Qu'est-ce qu'on entend par accessibilité? Très rapidement. Si on prend la norme ISO ergonomie justement de l'interface Home System, on voit que la notion d'accessibilité est très très large. En fait, ça consiste à s'adresser au plus grand nombre de personnes, quels que soient leurs besoins, leurs caractéristiques et leurs capacités. Donc, bien sûr, un élément à prendre en compte, c'est la notion de handicap, pouvoir justement intégrer les différents types de handicap lorsqu'on s'adresse à des apprenants, voilà, que ce soit des handicaps mentaux, des handicaps moteurs, sensoriels, etc. Mais il y a aussi d'autres notions qu'on peut prendre en compte, notamment les conditions de santé. On peut avoir des maladies invalidantes, donc ça a intégré justement dans l'expérience de formation, ou encore l'aisance digitale, puisqu'on n'a pas les mêmes habitudes, on n'a pas les mêmes facilités face à un écran. Donc vraiment la prendre au sens très très large du terme. Et peut-être si vous deviez retenir 2 chiffres sur l'accessibilité, le premier c'est que 24% de la population active en France est en situation de handicap. Donc c'est un actif sur 4, ce qui est énorme. Et le deuxième chiffre, c'est que 80% de ces handicaps ne sont pas visibles. Donc d'où l'importance de cette notion de handicap invisible qu'on oublie parfois souvent. Donc maintenant, je vais vous partager quelques bonnes pratiques. Concrètement, comment on fait pour améliorer l'accessibilité de ces formations et notamment de ces formations digitales. Alors on a quelques grands principes directeurs, hein, bien sûr. On a des normes d'accessibilité numérique qui existent et qui sont maintenant largement répandues, hein, le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité en France. On a aussi un certain nombre d'outils, de technologies qui vont pouvoir nous aider pour en fait, proposer des expériences qui soient plus accessibles. De plus en plus d'outils auteurs embarquent des fonctionnalités pour améliorer l'accessibilité de l'expérience. Et puis il y a d'autres outils pour nous aider à générer automatiquement des sous-titres, etc. Mais l'amélioration de l'accessibilité des formations, elle passe avant tout par l'adaptation de ces pratiques pédagogiques. En fait, on a la main. La réponse n'est pas uniquement technologique. On a vraiment la main et on voulait vous partager 4 exemples, 4 conseils issus de notre expérience, de nos retours d'expérience, voilà, pour essayer de faire des expériences les plus... C'est bon ? Soit les plus accessibles possibles. Donc la première bonne pratique, c'est le fait de réexplorer les activités pédagogiques proposées. Non, il n'y a pas que le drag and drop dans les formations digitales pour les rendre ludiques, pour les rendre interactives.
Le drag and drop, voilà, on le sait, que ce soit pour des handicaps moteurs ou visuels, mais c'est pas un jeu qui est adapté. Et donc notre message, c'est surtout de se dire, ne raisonnez pas en termes d'activité en disant, tiens, le drag and drop ou tel autre jeu, ah c'est sympa, les gens aiment bien, etc. Raisonnez vraiment en fonction des objectifs que vous visez, des messages que vous voulez faire passer, et soyez créatifs. Voilà, il y a d'autres alternatives au drag and drop. On peut être sur des listes déroulantes, on peut être voilà, sur des questions avec un jeu de vrai et faux. Voilà, il faut aller loin dans la réflexion pour challenger cette approche et proposer des expériences engageantes. Le deuxième conseil, finalement, c'est faites preuve de sobriété. On n'est pas obligé de transformer tous ces contenus en vidéos sous-titrées ou de créer un serious game. Si vous avez des contenus de qualité, un fil narratif simple mais qui est engageant et justement un très bon niveau d'exécution, vous avez tous les ingrédients pour proposer une expérience qui soit non seulement accessible mais aussi engageante. Et donc je vais vous partager un petit exemple, un module e-learning qu'on a conçu sur la sensibilisation à l'empreinte carbone. Comment on peut justement sensibiliser des apprenants à prendre conscience de leur empreinte carbone et la réduire. Et donc là, ce module en fait très pragmatique, sobre, il est construit autour de 5 éco-gestes qui permettent dans sa sphère personnelle de réduire son impact carbone de 90%. Et en fait, il est axé sur ces 5 éco-gestes-là. Et petit à petit, en fait, on voit le nombre de tonnes de CO2 qui baisse si on applique justement ces éco-gestes. Et donc, ici, en fait, on a un module très épuré, assez sobre, sans vidéo, où la forme, en fait, sert le fond. D'une part, parce que le message principal du module, c'est de dire on peut agir à son niveau pour réduire son impact carbone. Et d'autre part, ça aurait été malheureux de faire un module e-learning qui soit très gourmand en carbone, justement, avec beaucoup de vidéos à charger, etc., pour parler de ce sujet. Donc c'était un parti pris. Et très concrètement, en fait, on suit ces 5 éco-gestes petit à petit, et on va alterner entre des phases d'alerte, justement, avec quelques titres un peu surprenants, voire provocateurs, hein, sur le titre du module, c'est pas besoin d'en faire 10 tonnes, en référence à justement l'empreinte carbone moyenne d'un Français. À un moment donné, on dit voilà, pas besoin d'aller loin pour s'évader. Le Pays Basque est à quelques heures de train. Et donc voilà, on a cette phase alternance, cette phase d'alerte, d'apport avec des contenus solides, et puis d'ancrage avec des questions justement sur les messages clés qu'on veut retenir. Donc un module simple, sobre, ça peut tout à fait fonctionner et c'est souvent un gage d'accessibilité. Troisième bonne pratique, conseil qu'on voulait partager, c'est expliciter au maximum. En fait, utiliser des contenus qui sont simples à appréhender, perceptibles, compréhensibles. Et on va prendre un exemple très concret, donc cette fois-ci, une erreur plutôt à éviter. Donc on est sur un module fictif pour présenter justement un groupe, le groupe Winch. Donc un petit module de 10 minutes pour découvrir son histoire, ses valeurs, ses métiers, son organisation. Et puis très vite, on va poser une question à l'apprenant. Et on va lui demander, Winch est une entreprise qui est cotée en bourse ou à mission? Donc jusque-là, tout va bien. Et en fait, si on regarde dans la consigne, si on prend un lecteur d'écran, il va lire Winch est une entreprise. Il va s'arrêter. Et après, c'est si on fait suivant où il va proposer les options. Et donc, en fait, très simplement, le conseil, c'est expliciter en fait, au maximum vos consignes. Là, j'ai pris l'exemple d'un lecteur d'écran, mais même voilà, quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec le digital, il peut être perdu. Donc, en fait, mettez toutes les chances du côté de l'apprenant pour que l'expérience soit la plus simple possible pour lui. Donc, on avait quelques exemples justement de reformulation pour expliciter mieux la consigne. Voilà, sur Winch est voilà, compléter la phrase suivante. Winch est une entreprise qui est, etc. Ou Winch est une entreprise qui est, finissez la phrase avec l'une des deux propositions ci-après.
Et enfin, le quatrième conseil, bonne pratique qu'on voulait vous partager avant de passer la main à Nicolas pour faire le pas de côté, c'est tester et formez-vous tout simplement. En fait, appropriez-vous le sujet. Vous allez peut-être échouer. C'est pas toujours un chemin qui est simple, mais expérimentez. Appuyez-vous sur un certain nombre de ressources, d'outils qui existent pour vous aider. Et surtout, c'est une culture. Donc capitalisez sur les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques que vos équipes ont pu rencontrer. Partagez-les en interne pour justement développer ce mindset pour en fait nativement créer des expériences qui soient les plus accessibles possibles. Merci Pierre. Et je vais vous donner je prends juste le zapette. Des conseils pratiques pour le faire aussi différemment que dans la conception par rapport à ce que Pierre nous a montré. On est très attaché chez Veryup à l'hybridation de la formation parce qu'en réalité, et on va voir qu'on fait la différence entre le blended learning et les parcours hybrides et pourquoi on l'a fait et pourquoi c'est important quand on parle d'accessibilité. Quand on parle d'hybridation, on parle de produire pour chaque personne qui suit une formation le meilleur continuum pédagogique. Le fait que les gens, quand ils développent leurs compétences, il y ait des vraies transitions, des vrais paliers, des vraies progressions dans leur développement. Et l'idée, c'est de le faire pour chacun et pour chacune dans une démarche d'accessibilité. Ça veut dire quoi dans une démarche d'accessibilité? Quand Pierre disait que parfois il y a des personnes malades, parfois il y a des personnes qui n'ont pas la possibilité de pouvoir accéder à tel ou tel format ou telle modalité, il y a un enjeu à le penser dès le design de la formation pour rendre vos parcours accessibles. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle d'hybridation, on parle de 3 choses. Et on va voir que pour vous, dans la salle, qui a pour la plupart des ingénieurs, des concepteurs, des formateurs, digital learning managers, ça va être de choisir les meilleurs lieux quand vous allez concevoir votre dispositif. Ça peut être en salle, en ligne, en mixte, sur le poste de travail. Les meilleures temporalités possibles. On peut apprendre en même temps quand on veut, on peut apprendre à 2. Et il y a certaines façons de faire qui vont être plus adaptées à un grand groupe large que d'autres. Et des relations, parce que je peux apprendre tout seul, je peux apprendre avec les autres, et que dans le cadre de la mixité, le fait de mixer l'ensemble de ces éléments, en réalité, quand on parle d'accessibilité, il y aura un enjeu à aller chercher le meilleur mix possible de lieux de temporalité et de relations pour développer de la cohérence pour des personnes qui sont en situation de handicap. Alors je donne un exemple concret, et pas que de handicap d'ailleurs, ou qui sont en situation de capacité réduite à un moment donné pour aller vers certaines modalités. Et c'est important de penser à eux, parce que quand Pierre donnait le chiffre de 24% des personnes qui sont concernées par un sujet d'accessibilité, c'est quand même 1 personne sur 4 sur un parcours. Donc ne pas intégrer cette dimension dans la dimension design, au même titre que la dimension carbone dans la dimension design. Certains ont vu hier la boussole carbone qui a été proposée. Je pense que c'est des démarches qui ne sont pas toujours naturelles et qui vont devenir naturelles et qui vont devenir de plus en plus des éléments de réflexe métier parce qu'en réalité, ce sont des éléments de mieux vivre ensemble, mieux travailler ensemble et qui sont absolument essentiels. Je vous donne un exemple sur un parcours de formation. Alors pourquoi pas blended et hybride? Alors chez Veryup, on fait une distinction particulière. Dans le blended, on a la multimodalité, mais avec une certaine linéarité. C'est-à-dire que pour atteindre un objectif pédagogique, ce n'est pas juste un moment, c'est un continuum de modalités qui s'enchaînent, de sorte que les personnes apprennent en salle, en ligne, ensemble, à plusieurs, dans une certaine linéarité. En hybridation, quand on parle d'hybride, en tout cas nous on parle de vrai hybride avec cette différence, c'est que l'hybride, c'est que pour certains moments du parcours, ce n'est pas linéaire. C'est laisser chaque individu aller chercher les éléments qui sont pertinents pour lui à un instant T, soit aidés par la technologie, soit aidés par ses pairs, soit aidés par des coachs, soit drivé par sa propre liberté de choisir comment il a envie de se développer. Ce qui veut dire que dans un dispositif, comme je vais vous montrer là, on peut avoir un module e-learning hyper bien foutu, et on va voir après comment, hyper bien fait, pardon, on va voir comment après dans la démarche d'accessibilité, dans l'exécution. Dans l'exécution de ce module, il y a plein de bonnes pratiques et on va voir que l'IA nous aide à aller encore plus loin. On peut avoir toujours un assessment à la fin qui nous aide à faire un module aussi qui peut être digital ou pas, avec une dimension full accessibilité. Ça dépend de la techno, ça dépend de la technique, ça dépend des éléments que Pierre a abordés, mais il y en a plein d'autres. Et ce que je vais vous montrer au milieu, c'est ce à quoi on ne pense pas toujours quand on design un parcours de formation, c'est la dimension d'avoir un tas d'autres options pour développer le cœur de la compétence. Ça peut être des documents à lire, ça peut être un entraînement à faire dans la boîte, ça peut être une opération de coaching en écoute active, ça peut être un podcast à écouter, une classe virtuelle, une simulation, qui peuvent ensemble servir un objectif pédagogique particulier, développer un comportement. Et là où il y a un enjeu très fort,
c'est quand on réfléchit le dispositif hybride, c'est se dire que ça c'est obligatoire, mais ce qu'on a au milieu, en ingénierie, ça devient un élément d'accessibilité parce qu'on pense à tout le monde. On pense à inclure tout le monde dans un dispositif où, pour servir le même objectif, on va chercher cette pluralité. Donc en fait, ce qui est intéressant là-dedans, dans le vrai hybride, c'est d'aller chercher cette accessibilité supplémentaire, ce supplément d'âme auquel on ne pense pas, aussi parce que les technologies n'y pensent pas toujours. Donc il y en a de plus en plus qui le font pour pouvoir justement apporter ce complément dont on a besoin pour aller chercher plus d'accessibilité et pas que pour le handicap, mais aussi parce que parfois quelqu'un est malade, quelqu'un est à l'hôpital, quelqu'un a besoin de le faire en asynchrone. Et donc pour la même compétence, on va aller le chercher avec cette liberté dans le parcours. Et je refais un pas de côté, mais c'était aussi intéressant de l'aborder sous cet angle. Je voulais vous partager les étapes par lesquelles on était passé chez Veryup et chez Teachup. Pour le coup, on est dans le même groupe, c'est deux sociétés différentes, mais on est passé par des étapes que je voulais vous partager parce que peut-être que vous êtes aussi passé par là, peut-être que vous êtes en train de passer par là. Et il y a quelques bonnes pratiques que j'aurais aimé vous partager sur la façon d'aborder les sujets. Vous les prenez pas, mais en tout cas, on est passé de notre côté par là sur l'accessibilité. La première, c'est le biais d'optimisme. C'est-à-dire qu'au démarrage, on a l'impression qu'on est super bon en accessibilité, que ce qu'on fait, c'est au taquet, qu'on est bien, qu'on est très fort, jusqu'au moment où, quand même, on se dit, bon allez, on va se faire auditer, on va aller chercher des experts, on va aller chercher des clients hyper exigeants sur le sujet. Et là, on se rend compte que, bam, 49% des modules qu'on pensait hyper bien faits en accessibilité, ben, on est à 49 sur 100 de la cible. Donc là, douche froide, et on se dit, waouh, qu'est-ce qu'on fait ? Donc évidemment, l'objectivation de où on en est dans la démarche d'accessibilité est une super bonne pratique. Parce qu'on peut faire plein de blabla et plein de marketing. En vrai, y a des gens dont c'est le métier, ils prennent le RG2A, ils regardent et ils nous disent « vous en êtes là ». Bon, ok, on est humble, on prend la data et on se dit c'est quoi l'écart et comment on y va. Troisième étape, on retrousse les manches et on va aller chercher les petites marches petit à petit en conception, en design, en techno, en combinaison de techno, pour franchir les petites marches au fur et à mesure. Jusqu'à ce qu'on se dise « waouh, on va jamais y arriver tellement la petite marche est haute » parce qu'on se rend compte que sur le marché, il n'y a aucune technologie RG2A au bon niveau et facilement accessible. Quand on veut y mettre l'intensité pédagogique d'engagement qu'on veut aller chercher, c'est-à-dire que je ne dis pas qu'il n'y en a pas, je dis que pour aller chercher ce qu'on veut en matière d'interactivité, pour aller chercher les personnes sur leur smartphone, leur tablette, leur PC, avec l'engagement qu'on va chercher, on n'en a pas. Donc on se dit « waouh ». Alors, les clients nous disent, rassurez-vous, de toute façon, il n'y a aucune expérience full accessible. Quand on a fait la 15e version d'un module, on a fait des développements technologiques pour aller le chercher, alors ça nous fait franchir des marches, et on se dit, mince, c'est pas évident. Jusqu'à ce qu'on se dise, il y a des technologies, des approches technologiques qui sont en train d'arriver, qui sont là, qui étaient sous nos yeux pendant longtemps, qu'on n'a pas utilisé assez, et qui changent le game en matière d'accessibilité. Donc là, ça nous permet d'aller un cran plus loin une fois pour toutes. Alors avec une démarche, je vais vous le montrer. Alors évidemment, nous dans le groupe, on a Teachup, mais peu importe la technologie, parce que ce qui compte là, c'est dans la transmission de la méthodologie et le mindset par lequel on prend le sujet. C'est d'avoir un module. Donc là, on a un module avec un outil de conception dans lequel on injecte des vidéos, des sons, des images, des jeux. Bon, dans Teachup, tout est automatisé, donc on a des éléments d'automatisation, mais peu importe, on se retrouve avec nos contenus. Et en fait, côté apprenant, on voit que le module en accessibilité, il ne va pas convenir à tout le monde. Il va convenir à un grand nombre, on est à peu près à 80% de la norme RG2A, mais ce n'est pas assez. C'est pas assez parce qu'il y a encore 20% des personnes chez qui on ne va pas pouvoir aller les chercher avec cette approche-là. Et on voit bien que des vidéos, des sons, des images cliquables, etc., les consignes des jeux qui nous sont proposés, on n'arrive pas à tout respecter encore. Alors on s'est dit, l'enjeu de départ, c'était de créer une expérience accessible pour tout le monde. Et en fait, on s'est rendu compte que l'axe à prendre, c'était de créer à partir d'une même expérience input, d'avoir plein d'expériences possibles. Et en fonction de sa situation personnelle, de ce que je peux faire, pas faire, moins faire, je vais proposer la meilleure expérience possible avec une approche technologique particulière qui est une approche technique, pour ceux qui sont techniques dans la salle, c'est l'approche de vectorisation. Donc là, je vais vous montrer, c'est un pilote, il n'est pas encore sorti. Je clique sur un bouton, tout mon module qui était dans un format gamifié, etc., je vais le transformer en une page sur laquelle je vais avoir toutes les interactions proposées, toutes les vidéos retranscrites, tous les sujets qui peuvent être mis en RG2A, parce que ça ressemble un peu aussi du ministère des Impôts. Sauf que derrière, on va pouvoir en transformer ça en expérience de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, de niveau 4, pour avoir énormément d'expériences possibles à partir d'une vectorisation d'un module. Et donc l'enjeu, évidemment, grâce à l'IA, ça va être de proposer
des éléments flat de ce type et de les gamifier de façon automatique avec des niveaux d'engagement de plus en plus élevés pour aller vers des formats d'accessibilité qui sont différents. Et donc, c'est une façon de faire un pas de côté pour qu'à partir d'un même input, vous ayez plusieurs types de modules. Donc, à retenir de ce qu'on voulait vous partager, c'est que l'accessibilité, c'est pas que le site des impôts avec un truc très flat, très linéaire. On peut faire de l'accessibilité à un niveau élevé, y compris avec de la gamification du jeu de l'engagement. Donc, c'est pas que le site des impôts. Chaque petit pas compte, comme l'empreinte carbone, c'est des réflexes, c'est des usages, c'est des habitudes. C'est se poser la question quand je design un parcours, se poser la question quand je conçois un parcours. C'est aller chercher le petit pas d'amélioration continue en faisant quelque chose qui compte. Parce que 24% de vos apprenants, ça compte. C'est pas juste 3 ou 2% des gens, c'est 24% des gens qui ont besoin qu'on s'adresse à eux différemment. Une progression marche par marche dans votre développement. Je pense que ça a été un game changer pour nous de Reflet. De temps en temps, se prendre une porte, aller chercher des auditeurs, c'est aussi une façon d'avoir des points de repère et de savoir où aller. Et on a vu que la vectorisation et les apports de l'IA pouvaient être game changer pour la suite. Donc voilà ce qu'on voulait partager avec vous comme bonne pratique, avec des axes un peu différents. Merci de nous avoir écoutés. Et on n'a pas, je crois, beaucoup de temps pour les questions. Donc vous pouvez venir nous voir sur le stand de VeryUp qui est juste derrière. Bonne journée à tous.